Quelque chose ne va pas. Tout a l'air si réel. Pourtant, ma famille me dit que c'est dans ma tête. J'essaie de me persuader mais rien n'y fait. Je crois qu'il se passe quelque chose. Tout a commencé par une mélodie que ma femme avait l'habitude de siffler en cuisinant. Toujours la même. Je n'ai plus le nom. C'était une jolie mélodie. Douce. Ça l'aidait à se concentrer, disait-elle. Une sorte de rituel porte-bonheur, ou quelque chose comme ça. Mais ce matin, la mélodie avait changé. Et son sifflement était devenu faux. Il m'agressait presque. Je ne voulais pas la vexer, mais ça devenait une obsession. Je n'arrivais plus à me concentrer sur autre chose. C'était tellement faux, tellement aléatoire. Heureusement, elle a fini par servir le plat, et tout est rentré dans l'ordre. Le lendemain, ça recommençait. Une mélodie fausse, sans air précis. Cette fois, je n'ai pas pu m'en empêcher. Et je lui ai demandé quelle était cette mélodie. Et pourquoi elle avait changé sa chanson fétiche. Elle a alors marqué un temps d'arrêt, et s'est retournée vers moi, les yeux ronds et les sourcils haussés. « De quoi tu parles ?» m'a-t-elle demandé. « J'ai toujours sifflé la même chose, depuis qu'on se connaît. » Une sensation de malaise s'est alors emparée de moi. Comme si tout mon sang s'était figé en une seconde. J'ai ri nerveusement, et suis retournée à mes activités, comme si de rien n'était. Du moins, j'ai essayé. Quelques minutes après, mon fils est rentré. Et ma femme cuisinait toujours en sifflant. Je me suis alors jetée sur lui en lui demandant s'il trouvait que maman avait changé de mélodie. N'importe quoi. C'est toujours la même foutue mélodie depuis des années. Si seulement elle pouvait en changer. Mon sang s'est à nouveau figé. J'étais en train de devenir fou ou quoi? Les 3 jours suivants se sont passés normalement. Enfin, mis à part cette nouvelle mélodie. Mais j'essayais d'occulter ce détail. Cependant, le 4e jour, quelque chose a attiré mon attention. La voix de ma femme était devenue un peu rauque, comme celle d'une fumeuse. À table, pendant qu'elle parlait, je lui ai donc demandé si elle avait pris froid pour avoir une voix aussi grave. Mes 2 gosses et ma femme se sont alors fixés avec incompréhension, interloqués. Mon fils a regardé sa sœur en roulant des yeux. Avec un sourire, ma femme a pouffé de rire. « Ouh là là, toi tu es fatiguée. Tu devrais prendre quelques jours. » Cette réplique a visiblement beaucoup amusé les gosses. Nerveusement, je me suis donc mis à rire avec eux, pour ne pas attirer l'attention. Mais je me sentais affreusement mal. Je commençais à péter les plombs. Il n'y avait pas d'autre explication. Mais bon, c'était des détails. Alors j'ai de nouveau mis ça de côté. Mais malheureusement, la semaine suivante s'est révélée bien plus perturbante. Cette fois, ça a été autour de mon fils et de ma fille. En fait, ils étaient bruns comme moi. À mon grand désespoir d'ailleurs, car j'ai toujours rêvé qu'ils aient les beaux cheveux blonds de ma femme. Alors quand je les ai vus franchir le seuil de la porte, les cheveux blonds comme les blés, j'ai eu un choc. Je me suis alors retournée vers ma femme, lui demandant si elle leur avait donné l'autorisation de faire une couleur sans me consulter, même si ce n'était pas dans son habitude. Et évidemment, elle a posé sa main sur mon front, haussant les sourcils. « Chérie, je commence vraiment à m'inquiéter. Je pense que tu devrais consulter. » En repoussant sa main, j'ai persisté dans ma demande d'explication. Sa réponse m'a alors fait froid dans le dos. « Tu sais bien que nos enfants ont toujours été blonds. » Résolu, j'ai le jour même pris rendez-vous chez mon psy, qui m'avait déjà soigné pour une dépression il y a de ça 2 ans. Une fois là-bas, j'ai évidemment voulu lui serrer la main, mais avec stupéfaction, je me suis rendu compte qu'à la place de son bras droit, il n'y avait qu'un moignon. Voyant mon trouble, il me jeta un regard peu amical. Je l'avais visiblement froissé. « Je suis désolé. Je ne savais pas pour votre bras. Que vous est-il arrivé, si ce n'est pas indiscret ?» Il s'est alors assis en fronçant les sourcils, tout en se passant la main gauche sous le menton. « Un accident quand j'avais 5 ans. Depuis le temps, vous devriez vous en rappeler. » Frappé de plein fouet par cette déclaration, j'étais pétrifié, liquéfié sur ma chaise, ne sachant plus quoi répondre. Voyant mes détresses, il soupira, puis essaya de me le rappeler. On en avait même parlé à plusieurs reprises. Il m'arrivait de faire le parallèle entre mon membre manquant et votre manque de confiance en vous. Voyant que cela ne m'aidait pas du tout, il a poursuivi. Rappelez-vous, je vous disais qu'à chaque malheur, il y a une solution.
Mais rien n'y faisait. Je le voyais toujours me serrer la main au début et à la fin de chaque séance. Il était droitier et non pas gaucher, et était donc censé avoir sa main, bordel. Inquiété par mon état de confusion, il m'a prescrit un traitement. Pour lui, c'était sans doute le stress qui parasitait mon esprit. Mais pour moi, c'était des conneries. Je n'étais pas du tout stressée. Mais bon, c'était quand même lui le professionnel. Alors j'ai pris mon traitement. 2 semaines plus tard, rien n'avait vraiment changé. Ma femme avait toujours cette voix rauque, sifflait toujours cette horrible mélodie, et mes gosses étaient toujours blonds. Mais au moins, rien ne s'était rajouté au tableau. Du moins, avant ce fameux après-midi, où ma fille est revenue du collège. À première vue, rien n'avait changé. Jusqu'à ce qu'elle me sourie. Elle qui avait toujours eu un sourire magnifique, les dents blanches et bien alignées, elle m'offrait aujourd'hui un spectacle bien différent. Des dents courtes et étroites, espacées de plusieurs millimètres. Elles étaient là, où hier encore se tenait une dentition éclatante. C'était horrible. Et elle continuait de sourire. De rire à la bouche grande ouverte. Et tout le monde la regardait comme si tout était normal. Putain, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je l'ai coupée alors qu'elle racontait sa journée à sa mère. Il s'est passé quoi avec tes dents? N'allez pas encore me dire que c'est normal. Tous étaient ébahis. Ma fille est alors tombée en sanglots et a couru dans sa chambre, suivie de ma femme, qui m'a lancé un regard noir avant de disparaître dans la cage d'escalier. Seul mon fils était resté là à me fixer, l'air ahuri. C'est quoi ton problème depuis quelque temps? Tu sais bien qu'elle a une malformation depuis sa naissance. C'est déjà assez dur pour elle, et toi t'en rajoutes? Furieux, il s'est à son tour levé pour la rejoindre. Je me suis alors affalée sur le canapé, la bouche ouverte, les yeux dans le vide. Je devenais fou. J'avais l'impression d'être entourée d'étrangers. Un éclair m'a alors traversé l'esprit. Les photos. On avait des photos sur tous les murs de la maison, et des albums pleins le meuble du salon. Me levant d'un bond, j'ai commencé par aller voir celles des enfants accrochés sur le mur. Les larmes me sont montées aux yeux presque immédiatement. Leurs cheveux étaient plus blonds que jamais, et la bouche grande ouverte de ma fille abritait ses affreuses petites dents qui paraissaient presque affûtées. C'est la dernière chose dont je me souviens avant mon blackout. D'après ma femme, j'ai perdu connaissance pendant presque 4 heures. Dès mon réveil, j'ai espéré que tout cela n'était qu'un mauvais rêve, que j'allais voir le beau sourire de ma fille et entendre la douce voix de ma femme d'ici quelques instants. Au lieu de ça, je ne vis que mon fils, les bras croisés, assis sur le fauteuil adjacent. Il me fusillait du regard. Je me suis redressée tant bien que mal, et la tête me tournait horriblement. Ça va, mon grand? Mais il continuait de me fixer sans dire un seul mot. Cela a duré pendant de longues minutes. Et j'aurais pu jurer qu'il n'avait pas cligné des yeux une seule fois. Thomas, pourquoi tu me regardes comme ça? Si c'est par rapport à ta sœur, je suis désolé. Il s'est alors mis à rire, même si ça n'avait rien d'arrière normal. On aurait dit un fou. Ses yeux étaient presque révulsés, et son corps se contractait bizarrement. Il s'est mis à taper sur le fauteuil avec une violence que je ne lui connaissais pas. Ma femme a alors déboulé comme une furie dans la chambre, les bras en avant, suppliant mon fils de se calmer, que tout allait bien se passer. Il s'est légèrement apaisé. Au même moment, ma fille est arrivée en courant dans la chambre, les mains sur la tête. « Putain, je suis désolée !» Ma femme s'est alors retournée vers elle, furieuse. « Marie, tu sais très bien qu'il ne faut jamais laisser sa porte ouverte. J'espère que tu es contente de toi. » Elle a alors tenté de ramener mon fils, dont la bave coulait du coin de la bouche. Il me fixait toujours. Sans délicatesse, je me suis alors exprimée. « C'était quoi ça ?» Ma fille a momentanément semblé surprise par ma question, avant de secouer la tête. « Tu bosses tellement que tu ne te rends même pas compte de la situation. » Elle m'a alors appris que son frère était autiste depuis toujours. Puis, sans un mot de plus, elle m'a laissée seule avec mon incompréhension. Depuis, j'en suis là. Je vis avec une femme dont la voix m'est inconnue, une fille à la mâchoire difforme et un fils autiste, assisté dans chaque tâche du quotidien par sa mère. Et moi, je suis spectateur, tentant de ne rien laisser paraître face à ces inconnus. Je ne saurais dire si mon cerveau se déglingue,
ou si c'est quelque chose de plus compliqué que ça. Mais en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que je n'étais pas seule. J'ai recensé beaucoup de cas similaires aux miens. Je crois que quelque chose se trame. Quelque chose qui nous dépasse tous. Alors faites attention autour de vous. Repérez les moindres petits changements, qui au départ peuvent vous sembler insignifiants. Soyez observateurs, car vous pourrez bientôt vous retrouver entouré d'étrangers. J'écris ce message pour vous donner des conseils, pour vous aider à mettre un terme à certaines choses, faites dans certaines circonstances. Vous savez, ces choses étranges qui finissent par vous échapper, et que vous ne pouvez plus contrôler. Alors suivez bien ce que j'ai à vous dire. C'est ça mon premier conseil. Donc, il y a 3 nuits, aux alentours d'1h du matin, je l'ai vu passer très vite dans le couloir. C'était une silhouette blanche, pas plus haute qu'une fillette. Bon, d'habitude, je suis complètement bourré à cette heure-là. Mais ma voiture avait un problème de batterie, et je n'avais pas pu faire le plein d'alcool à l'épicerie, me contentant d'une demi-bouteille de whisky pour la soirée. Oui, je nomme ma solitude dans l'alcool. Et alors, où est le problème? Mes hallucinations? Non. Ce n'en était pas, et vous allez comprendre pourquoi. La nuit d'avant-hier, même constat. J'étais allongé sur le lit, complètement pété cette fois, car j'avais refait mes provisions. Et au moment de fermer mon second œil, la fillette aux longs cheveux noirs est passée rapidement dans le couloir, en faisant claquer ses maudits petits pieds sur le carrelage. En plus, elle pleurait, criait. C'était très désagréable. Je lui ai dit d'attendre, que je voulais lui causer. Mais elle a continué pour disparaître je ne sais où. Alors de 2 choses l'une. Ou c'était vrai, ou je devenais complètement cinglé. Bon, au début, j'ai cru que c'était à cause de l'alcool. Mais la nuit dernière, je n'avais bu qu'une petite bouteille de vodka, quand j'ai vu la fillette courir dans le couloir avant de s'arrêter devant ma porte. Elle m'a fait signe d'approcher. J'entendais sa respiration d'asthmatique, et ça puait le diable, le fumier ou la terre mouillée, un truc dans ce genre-là. Waouh! Quand un truc comme ça vous fait signe de venir, vous lui faites signe de partir. C'est ce que j'ai fait. Sa mâchoire a craqué en même temps qu'elle a ouvert la bouche pour me hurler dessus. C'était si fort que je me suis bouché les oreilles. Un putain de cri suraigu. Heureusement, la porte a brusquement claqué devant sa face. Mais elle s'est mise à cogner dessus si fort que les murs de ma chambre ont tremblé. Même ma lampe de chevet se déplaçait sur la table de nuit. Puis ça s'est arrêté d'un coup. Comme si tout ça n'avait jamais existé. J'ai voulu me rassurer, alors je me suis levée comme j'ai pu. Et tant bien que mal, j'ai réussi à atteindre la porte sans me casser la gueule. Je l'ai ouverte, et par l'entrebâillement, j'ai vu un œil blanc avec une demi-paupière noire qui me fixait. J'ai hurlé et elle a fui. Avait-elle eu peur de moi? En tout cas, elle s'est enfuie vers le fond du couloir. Puis elle a descendu les escaliers comme une araignée, à l'envers, le ventre en l'air. Je vous jure, c'est réellement ce qui s'est passé, ce que j'ai vu. Quand je suis arrivée en bas, elle avait disparu. Mais à travers de la vitre du salon, j'ai vu sa silhouette courir dans le jardin. Sous la lumière d'un clair de lune, je vous dis pas l'effet que ça fait. J'ai 49 ans, et les fantômes, les esprits, tout ce folklore, ce n'est pas trop pour moi. Mais je dois avouer qu'au fond de moi, j'avais une sacrée pétoche. En plus, il y a comme un truc diffus dans ma caboche, qui commençait à comprendre ce qui se passait. L'idée de revoir cette chose me rendre une petite visite ne m'enchantait guère. 2 solutions se présentaient à moi. Soit je me torchais la gueule comme jamais, et la petite pouvait venir me serrer l'épaule, je ne me réveillerais pas. Soit, je trouvais la 2e solution. Et j'ai eu l'idée d'un chien. Quoi de mieux qu'un chien pour vous protéger? L'après-midi même, j'ai été trouver mon pote René. Et il m'a prêté Popeye. Un rottweiler tout en noir et tout en muscles. On était amis avec Popeye. Il me faisait la fête à chaque fois qu'il me voyait. Et il m'a suivi sans problème. Dès qu'il a mis une patte dans le salon, il a reniflé le museau en l'air. Comme s'il avait flairé quelque chose. Bon, je venais de péter, mais ce n'était pas ça. D'un coup, Popeye a bondi jusqu'à la porte-fenêtre, a collé sa truffe contre la vitre, et a grogné en regardant le jardin. Sa tête allait de droite à gauche, de gauche à droite, sans aucune interruption. La vache,
Ça m'a fait un drôle d'effet de voir ça. Voyait-il la silhouette? Mais peut-être qu'il avait envie de chier et qu'il hésitait à trouver le bon endroit. Un ouragan noir a traversé le jardin quand je lui ai ouvert la porte-fenêtre. Il gueulait comme un fou. Heureusement, mon plus proche voisin était à 200 mètres. Sinon j'étais bon pour le ramener à René. D'un coup, Popeye s'est arrêté net et s'est mis à creuser au fond du jardin, en plein milieu de mon parterre de fleurs. Je me suis précipité en lui hurlant d'arrêter de massacrer mes marguerites. Mais il continuait de creuser comme un fou. Arrivé près de lui, je n'ai pas osé le toucher. Non pas parce que j'avais peur de ce molosse, mais parce que je me demandais pourquoi j'avais planté des marguerites. C'est moche et ça pue les marguerites, non? Pourquoi pas des roses ou des tulipes? Bizarre. En tout cas, je ne m'en souvenais absolument pas. Popeye a arrêté de creuser la terre, puis a jappé en regardant son trou. La vache. J'étais bon pour aller faire un tour à Jardiland. C'est un vrai massacre. Et puis, j'ai distingué des petits os recouverts d'une fine couche de chair bleuâtre. L'ensemble formait comme une main crispée, qui tenait une tête en fourrure mélangée à la terre. Et d'un coup, paf, la mémoire m'est revenue. La petite fille que j'avais appâtée avec le nounours. Quel soulagement! C'était son fantôme qui hantait mon couloir depuis 3 nuits. Avant que j'en aie l'idée, j'ai entendu des craquements. Popeye bouffait la main du cadavre, puisqu'il avait faim et que je n'avais rien à lui donner à manger. J'ai été prendre ma pelle, j'ai déterré le corps décomposé de la fillette. Finalement, ce n'étaient pas les marguerites qui puaient. Et ce brave Popeye n'en a pas laissé une miette. Aussi bon que des épinards. Brave bête. Le soir venu, j'ai pris mes 2 bouteilles de whisky et je suis monté dans la chambre. Je me suis assis en tailleur sur mon lit et, tout en sirotant cet excellent sirop de malt, j'ai guetté le couloir. Eh bien rien du tout. Ni fillette, ni cri, ni puanteur. Rien du tout. Le panard total. Putain, j'ai dormi comme un loir jusqu'à midi. Alors voilà mon conseil. Pour éviter les revenants, et autres esprits des gens qui n'ont pas obéi à certains de vos ordres, achetez un chien, et surtout, donnez-lui les restes de la personne pas sympa. Et d'un, vous ferez des économies de bouffe, et de 2, vous dormirez tranquille. Bon, demain je passe à Jardiland pour acheter des marguerites, puis devant l'école primaire pour... Quand j'avais 12 ans, j'en suis venue à la conclusion que tout le monde, y compris ma propre famille, était contre moi. Je n'avais jamais été un enfant à problème, mais mes parents m'ont certainement traité comme tel. Par exemple, j'avais besoin d'être à la maison à 17h tous les jours. Cela a clairement limité ma quantité de temps de jeu à l'extérieur. Je n'avais pas le droit d'avoir des amis pour jouer à la maison, ni d'aller chez quelqu'un d'autre. Je devais finir mes devoirs directement après être rentrée de l'école. Peu importe le temps que cela prenait. Mes parents ont refusé de m'acheter des jeux vidéo, et m'ont forcé à lire des livres, puis écrire un rapport de lecture dessus, pour prouver que je l'avais bien lu. Maintenant, même si ces règles énumérées étaient assez frustrantes pour moi quand j'étais enfant, elles ne sont pas ceux qui m'a le plus bouleversée. Ce qui m'a vraiment blessée, c'est le manque de compassion de la part de mes parents. Ma mère était une femme amère, qui me faisait toujours culpabiliser à propos des accidents ou des erreurs que j'avais commises. Mon père ne connaissait qu'une émotion, la frustration. La seule fois où il m'a parlé, c'est quand il m'a crié dessus parce que j'avais obtenu de mauvais résultats à un test, ou m'avait battu pour mauvaise conduite. Mais assez parlé d'eux. Parlons du psychologue de mon école. Pour sa propre vie privée, nous l'appellerons le Dr Tanner. Comme la plupart des lycées, un psychologue est toujours disponible sur le campus pendant les heures de classe, pour aider les étudiants ayant besoin de conseils, qu'ils soient émotionnels, académiques, sociaux, comportementaux, etc. Pour être honnête, je n'ai jamais vu d'étudiant parler avec le Dr Tanner. Chaque jour, je passais devant son bureau en allant à la cafétéria, et je jetais un coup d'œil par la petite fenêtre de sa porte. Il était toujours seul là-dedans, travaillant sur de la paperasse. J'ai deviné que la plupart des enfants avaient trop peur de parler de leurs problèmes à un adulte, qui était pratiquement un étranger. Pour cette raison, il m'a fallu 3 semaines pour rassembler assez de courage pour entrer dans son bureau.
Le 2 mars 1993 fut le jour où j'ai décidé d'exprimer mes problèmes au Dr Tanner. Pendant la pause déjeuner, je me suis tenue devant la porte de son bureau et j'ai frappé. Par la fenêtre, je pouvais le voir lever la tête, sourire et me faire signe d'entrer. Je l'ai fait. Il m'a accueilli en se présentant et en me demandant mon nom. Le Dr Tanner était un homme à la voix très douce, qui semblait rayonner de gentillesse. En moins de 30 minutes, j'ai dit au Dr Tanner à quel point mes parents étaient méchants avec moi, et à quel point ils ne se souciaient pas du tout de moi. Au bout d'un moment, ma voix s'est mise à trembler, et j'ai arrêté de parler. Le psychologue a écouté patiemment tout mon discours, les bras croisés, et en hochant la tête. Je m'attendais à moitié à ce qu'il commence à parler, du fait que tout ce que je venais de dire était faux, et que mes parents m'aimaient beaucoup, et blablabla. Mais il ne l'a pas fait. Le Dr Tanner s'est penché vers moi avec un sourire sur le visage et m'a dit « Vous savez, je suis le meilleur psychologue scolaire au monde. Je promets que nous allons résoudre ce problème. » J'ai roulé des yeux. « D'accord, mais comment ?» j'ai demandé. « J'ai mes habitudes. » il a répondu. « Je suis un homme de parole. Je vous promets que d'ici 1 mois seulement, la relation entre vous et vos parents changera pour le mieux. Pour toujours. » Après une brève pause, il continua. « Bien que j'ai besoin que tu me fasses une promesse. Tu dois me promettre que tu reviendras à mon bureau après l'école demain. Et que tu ne diras à personne que nous avons eu cette conversation aujourd'hui. Ce sera notre petit secret. » J'ai promis. Le lendemain, je suis retournée voir le Dr Tanner après l'école. Il était environ 16 heures, lorsque j'entrai dans son bureau. Après un accueil chaleureux, il m'a demandé de m'asseoir à nouveau devant son bureau. En m'asseyant, j'ai regardé le Dr Tanner fermer les stores de la petite fenêtre de la porte. « Là », sourit-il. « Maintenant, nous avons toute l'intimité dont nous avons besoin. » Nous avons commencé à parler de mes goûts et de mes intérêts, de mes matières préférées à l'école, des professeurs que j'aimais le moins, etc. Environ 1 heure après le début de la conversation, le Dr Tanner m'a offert une boisson gazeuse. J'ai accepté l'offre avec plaisir, étant donné que mes parents ne m'ont jamais permis de boire du soda. Le Dr Tanner tendit la main vers son mini-réfrigérateur, s'agita un peu et posa 2 canettes de soda ouvertes sur le bureau. Ensuite, nous avons continué de parler de ce qui se passait dans ma vie. Mais il ne fallut pas longtemps avant que je m'évanouisse à cause des médicaments que le Dr Tanner avait mis dans ma boisson. Il m'a fallu environ 1 minute pour ajuster ma vision floue au réveil. Et quand c'est arrivé, je ne savais pas quoi penser. J'étais menottée à un lit, et ma bouche était scellée avec du ruban adhésif. J'ai immédiatement commencé à paniquer, me tortillant et tirant sur les menottes. Mais j'ai abandonné peu de temps après. Mes yeux s'écarquillèrent d'incrédulité, après avoir parcouru la pièce. Il y avait des affiches de super-héros épinglées le long des murs, et des photographies d'athlètes célèbres sur les étagères. Au milieu de la pièce se trouvait une vieille télévision, et une Super Nintendo, diverses cartouches de jeux empilées à côté. Je ne savais pas quoi penser. Me voici dans une pièce remplie d'objets avec lesquels la plupart des enfants mourraient pour y jouer. J'aurais probablement pleuré de joie si je n'avais pas été menottée à un cadre de lit. Mon estomac se noua une fois de plus, lorsque la porte s'ouvrit et que le Dr Tanner entra. Il s'assit sur le bord du lit. « Maintenant écoute, » dit-il. « Souviens-toi que je suis ici pour t'aider, et que je ne te ferai jamais de mal, d'accord ?» Le Dr Tanner a doucement retiré le ruban adhésif de ma bouche, puis les menottes de mes mains. Mon premier réflexe a été de commencer à pleurer. Mais quelque chose chez le Dr Tanner m'a fait me sentir en sécurité. Il m'a souri. « Tu vas rester ici pendant un certain temps, » continua-t-il. « Et pendant ce temps, tu es autorisé à jouer avec n'importe quel jouet dans cette pièce, pendant que je suis à la maison. Mais quand je quitterai la maison, je devrais menotter une de tes mains au lit. Tu dois toujours regarder la télévision. Mais je veux que tu regardes la chaîne d'information lorsque je suis absent. » Je restais assis en silence, essayant toujours de traiter les informations qu'il m'avait données. « Alors ?» a jappé le Dr Tanner en me tapant sur le genou. « Vas-y, et amuse-toi. Je reviendrai à l'heure du dîner. » Il se leva du lit, traversa la pièce et appuya sur le bouton d'alimentation du téléviseur, avant de verrouiller la porte derrière lui. Plusieurs minutes passèrent avant que je réalise que le Dr Tanner ne plaisantait pas. Il ne me restait plus qu'à démarrer la Super Nintendo et à jouer à Mario jusqu'à la tombée de la nuit.
Vers 19h, le docteur Tanner est revenu dans la pièce avec 2 assiettes de purée de pommes de terre et des lanières de poulet. J'ai finalement rassemblé le courage de lui demander combien de temps je resterais dans cette pièce. « Eh bien, environ 1 mois, » répondit-il. « Plus ou moins quelques semaines. J'ai juste du travail à faire. » Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la main du docteur Tanner qui me tapotait la tête. « Hey mon pote, tu n'as pas à te réveiller maintenant si tu ne veux pas. Mais je vais devoir remettre ça, » murmura-t-il, en serrant la menotte d'acier froid sur mon poignet. Je le regardais. Il portait une chemise à col et un pantalon, un manteau drapé sur son épaule et une mallette à ses côtés. Il ressemblait exactement à ce qu'il avait toujours été quand je le voyais à l'école. Avant de partir, il a placé la télécommande du téléviseur à côté de moi. Il m'a dit de l'allumer et de regarder les informations. La première chose que j'ai vue en allumant était un segment de dernières nouvelles. Un policier d'apparence importante se tenait sur un podium, entouré de personnes avec des microphones. Une alerte Amber à l'échelle de l'État a été émise ce matin. Plusieurs enquêteurs travaillent à l'identification de ravisseurs potentiels, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de preuves. Les membres du corps professoral déclarent que le garçon a été vu pour la dernière fois vers 16 ou 17 heures le... J'ai commencé à avoir des nausées lorsqu'une photo de moi est apparue à l'écran. C'était une photo de mon album de fin d'année de l'année dernière. Les légendes de la photographie affichaient mon nom et mon âge, mon école et ma ville. Au-dessus de ma photo, il y avait des titres alternés. Le FBI commence à rechercher un enfant. Enlèvement par un suspect inconnu. Fuite potentielle. Les images en direct se sont poursuivies. Et 2 personnes que j'ai rapidement reconnues comme ma mère et mon père sont montées sur le podium. Les 2 semblaient avoir les yeux rougis. Des larmes ont coulé sur le visage de ma mère, alors qu'elle s'emparait d'un micro. Je n'avais jamais vu autant d'émotions venir de ma mère, alors qu'elle pleurait à la télévision en direct, bégayant sur des phrases telles que « S'il vous plaît, rendez-moi mon bébé. » et « Je suis tellement désolée. S'il te plaît, reviens à la maison. » Quand mon père a pris le micro, je m'attendais presque à ce que son attitude soit froide. Mais lui aussi avait les larmes aux yeux. Il a supplié le monde de ramener son fils à la maison en toute sécurité, et a finalement demandé mon pardon. Je sais que je n'ai pas été le meilleur père, mais putain, j'aimerais l'être maintenant. S'il vous plaît, ramenez mon garçon. J'ai coupé la télé peu de temps après. Mes émotions étaient mitigées, car je n'avais jamais vu mon père pleurer. Je me sentais misérable que mes parents subissent tant de choses, mais en même temps, je me sentais soulagée. Je savais à quel point maman et papa m'aimaient. Près de 4 semaines se sont écoulées, et le docteur Tanner me traite avec le plus grand des respects. Il me laisse le matin menotter au cadre du lit, mais revient l'après-midi pour déjeuner et dîner avec moi, parler et jouer à des jeux. Je n'aurais jamais deviné à quel point le docteur Tanner était bon au Monopoly et au Scrabble. Mais un matin, lorsque le docteur Tanner m'a réveillée avant de partir travailler, j'ai remarqué un regard sévère sur son visage. J'ai aussi réalisé que c'était 3 heures plus tôt que le moment où il me réveille habituellement. Tu dois regarder les nouvelles aujourd'hui. Aucune exception. Je veux que tu gardes la télévision allumée toute la journée, et que tu y prêtes une attention particulière, a-t-il déclaré d'un ton sinistre. Bien sûr, j'ai obéi, et je l'ai regardé sortir de la pièce. Environ 2 heures plus tard, un segment de nouvelles de dernière minute a interrompu la publicité de dentifrice que je regardais. Le titre : Des restes humains trouvés. 2 hommes costauds à l'air convaincus se sont écartés l'un de l'autre et ont commencé à parler. Nous sommes peinés d'annoncer des nouvelles aussi malheureuses ce matin, concernant notre cas d'enfant disparu du début du mois. L'un des hommes baissa la tête, tandis que celui qui parlait feuilletait quelques papiers. Il a continué. Des restes d'un corps ont été retrouvés dans un sac poubelle sous un viaduc d'autoroute. Le corps semble être celui d'un enfant, bien qu'il n'en reste pas grand-chose. Le corps a été décapité, et une grande partie a été réduite en cendres. L'écran passa à une vue d'hélicoptère de l'autoroute. Des dizaines de voitures de police rassemblées près du bas d'un viaduc. On entendait encore la voix de l'homme. Dans le sac, la police a trouvé une carte d'identité. L'écran montrait la carte d'identité scolaire que je gardais toujours dans mon sac à dos. Le plastique était en quelque sorte fondu, mais ma photo et mon nom étaient intacts. Après que les 2 hommes se soient congédiés, la caméra s'est tournée vers mes parents. Ils étaient assis parmi les journalistes. Le visage de ma mère affichait une grimace douloureuse, et mon père baissait la tête sur ses genoux.
J'ai éteint la télévision. Le docteur Tanner est rentré chez lui très tard. Il se précipita dans la pièce, déverrouilla mes menottes et plaça une bouteille d'eau pétillante dans ma main. Il posa ses mains sur mes épaules et sourit. « Je t'ai fait une promesse, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, les larmes s'échappant de mes yeux. « Tu dois me refaire une promesse, » murmura-t-il. Il m'a dit que je devais boire toute l'eau de la bouteille. Cela m'aiderait à dormir. Et qu'à partir de maintenant, je ne dirai plus jamais à personne que je l'ai rencontré. J'ai promis. Je t'ai dit que j'étais le meilleur psychologue scolaire du monde, n'est-ce pas ? Et il avait raison. Je me suis réveillée plus tard dans la nuit, pour me retrouver allongée au milieu d'un parc. Des étoiles brillant dans le ciel nocturne. J'ai reconnu le parc. Ce n'était pas trop loin de mon école. Sur la route, j'ai vu ma maison. Les lumières étaient éteintes à l'intérieur, mais je distinguais mon père assis sur la marche menant à la porte d'entrée. Je l'ai appelé avec hésitation. Il a levé lentement la tête. Mais quand il a vu que c'était moi, il s'est levé d'un bond, a couru vers moi les bras ouverts en criant mon nom. Ma mère a surgi de la maison derrière lui. Le docteur Tanner avait raison. Les choses avaient changé avec ma famille. Mes parents sourient plus souvent et me traitent avec amour. Je ne pouvais pas demander une fin plus parfaite. De temps en temps, je vois le docteur Tanner sur le campus, marchant vers et depuis son bureau. Nous établissons rarement un contact visuel, et nous parlons encore moins. Mais parfois, il me lance un clin d'œil et un sourire. Je lui tiendrai toujours ma promesse, et prétendrai que je ne l'ai jamais rencontré. Mais il y aura toujours une question qui flottera jamais dans mon esprit. Qui le docteur Tanner a-t-il décapité et jeté du viaduc ? Ce qui suit est apparu au hasard dans ma boîte de réception Gmail en 2016. Je n'ai aucune idée de qui me l'a envoyé, et je n'ai aucune idée de pourquoi il m'a été envoyé. Tout ce que je sais, c'est ce qu'il disait. Je connais la vraie raison pour laquelle Silent Hills a été annulé. Pour ceux qui n'aiment pas les jeux vidéo, je vais vous donner un aperçu de Cliff Note. De 2012 à 2015, un nouveau jeu Silent Hill était en développement. En plus du célèbre concepteur de jeux vidéo Hideo Kojima, de nombreux auteurs d'horreur étaient impliqués, notamment le mangaka Junji Ito et le cinéaste Guillermo del Toro. En août 2014, un teaser jouable est sorti, simplement intitulé Pity. Il a été largement acclamé et a généré un engouement dingue auprès des fans, qui étaient sûrs que ce serait le meilleur épisode de la saga Silent Hill. Et puis, en 2015, le conglomérat de divertissement japonais Konami a soudainement annulé le projet. Au milieu des critiques généralisées des fans, Pity a été supprimé du PlayStation Store et rendu impossible à réinstaller. Les premières nouvelles rapportaient que Konami n'était pas satisfait de la direction dans laquelle Kojima prenait la franchise. Au fil du temps, la nouvelle a changé de ton, disant que le jeu avait été annulé en raison d'un remaniement d'entreprise chez Konami. Ces deux affirmations sont fausses. Je le sais, parce que j'ai été impliqué dans la production du jeu. Si vous regardez la page Wikipédia de Silent Hills, vous verrez sous annulation que le site web du jeu Polygon a rapporté avoir reçu un conseil anonyme confirmant que le jeu avait été annulé. C'est moi qui leur ai donné ce tuyau anonyme. Je l'ai fait parce que j'ai besoin que les gens sachent la vérité. Bien sûr, personne ne m'a cru. Donc ça n'a jamais été publié. Alors j'ai décidé d'envoyer l'histoire à quelqu'un au hasard. Peut-être que tu peux m'aider. La vérité est que le jeu a été annulé parce que, pour le dire simplement, nous sommes allés trop loin. Au début du développement, quelqu'un impliqué dans la production de Pity a décidé de faire quelque chose d'un peu différent. Ils ont conçu pour que le fantôme principal, Lisa, suive le joueur tout au long du jeu, provoquant des bruits et des ombres effrayantes tout au long du teaser. Bien sûr, le joueur ne regarde qu'en avant, donc le modèle de Lisa n'est jamais vu. Il y avait beaucoup de discussions sur le fait de perdre du temps à développer un modèle qui suivrait constamment le joueur sans être vu, alors que cela aurait pu être facilement fait, avec une conception sonore et des effets simples. Mais finalement,
Ils ont décidé qu'il valait mieux laisser tomber. Grosse erreur. Au fur et à mesure que le teaser était développé, beaucoup d'entre nous le testeraient bien sûr, pour s'assurer que tout se passe bien. Quiconque y a joué était immensément excité au début. Nous savions que nous avions un énorme coup entre nos mains. Au fil du temps, cependant, les personnes qui ont testé le teaser ont commencé à venir au travail épuisées. Au début, nous pensions juste qu'ils étaient surchargés de travail. Créer un jeu vidéo est un travail extrêmement complexe, et les développeurs passent de longues heures à essayer de perfectionner chaque petit détail. Surtout avec une version de cette ampleur. Et puis, un jour, l'un des développeurs, dont je ne divulguerai pas le nom ici, n'est pas venu du tout. Ceux d'entre nous qui l'ont connu ont été immédiatement inquiets. Il n'était pas le genre de gars à manquer le travail. Nous l'avons appelé plusieurs fois, mais il n'y avait pas de réponse. Finalement, l'un des autres développeurs, qui était ami avec le gars disparu, a appelé la femme de ce dernier pour lui demander si tout allait bien. Après l'appel, une expression de choc pouvait se lire sur son visage. L'homme n'était pas venu au travail parce que la nuit précédente, il était descendu dans son sous-sol et s'était pendu à l'un des chevrons. L'inquiétude s'est transformée en choc, et le choc en chagrin. L'homme n'avait aucun antécédent de dépression, ou quoi que ce soit qui aurait pu conduire au suicide. Une semaine plus tard, une autre personne ne s'est pas présentée. Le premier décès était encore frais dans nos esprits. Alors nous avons essayé de nous préparer à ce que nous pensions être inévitable. Effectivement, environ 1 heure après le début du travail, nous avons reçu un appel téléphonique de la famille de la personne. La nuit précédente, ils s'étaient rendus sur le toit de leur immeuble et avaient sauté. J'étais là quand nous avons appris la nouvelle directement. Je me souviens que l'une des personnes dans la même pièce marmonnait pour elle-même. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» Si je dois être honnête, et je le fais, je pense que bon nombre d'entre nous savaient au fond de nous ce qui se passait. Mais nous ne voulions pas l'accepter. À un moment donné, quelqu'un de l'agence de renseignement public nous a rendu visite pour nous interroger et obtenir toutes les informations possibles sur les personnes que nous avions perdues. Je suis presque sûre qu'ils n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils ont obtenu. Mais pendant que je leur parlais, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir l'impression qu'ils ne nous disaient pas tout. Je veux dire, je suppose que j'aurais dû m'y attendre. Quelle agence de renseignement dit tout aux personnes qu'ils interrogent? Mais cela a certainement éveillé les soupçons. Ce n'est que lorsque 3 autres personnes sont mortes que nous avons reçu l'email. Avant que l'une des personnes ne se tue, elle a envoyé quelque chose à l'adresse mail de notre bureau. Je n'ai jamais pu le voir par moi-même, mais l'une des personnes qui s'occupe de nos mails est une de mes amies, et elle l'a vu. Selon elle, il disait simplement « Elle n'arrêtera pas de me suivre. Je peux sentir son souffle sur ma nuque. Je ne peux pas continuer à faire ça. Au revoir. » Peu de temps après, nous avons appris que le jeu était annulé. Tous nos progrès en 3 ans avaient disparu. Et à ce moment-là, je pense que la plupart d'entre nous étaient plus soulagés que déçus. Tout ce qui se passait devait s'arrêter. Et au diable la dépense. Je ne pouvais pas me résoudre à assister aux premiers enterrements. Je sais que c'est égoïste. Mais que puis-je dire? Je ne voulais pas que ce soit réel. Finalement, j'ai fait l'effort d'aller à l'enterrement de l'homme qui avait envoyé le mail. Sa femme était inconsolable. Et ce n'est qu'à mi-chemin du service qu'elle a réussi à parler. Je suis allée vers elle pour lui rendre hommage, et je me souviens lui avoir demandé pourquoi elle pensait que c'était arrivé. Elle a été évidemment surprise par ma question. Mais étant la femme forte qu'elle est, elle a essuyé ses larmes, et elle m'a dit que pendant environ 1 an avant sa mort, son mari avait eu beaucoup de mal à dormir. Il n'avait jamais eu de problème d'insomnie auparavant. Au fil du temps, il est devenu de pire en pire. Il a eu peur de sa maison après la tombée de la nuit. Parfois, il allait même à l'hôtel, juste pour éviter d'être dans la maison après le coucher du soleil. Il a commencé à perdre du poids rapidement. Ses yeux étaient dans une lueur constante, comme s'il fixait constamment quelque chose, au-delà de ce que n'importe qui d'autre pouvait voir. La seule fois où sa femme a eu le courage de lui demander ce qui n'allait pas, l'homme a prononcé un mot. Lisa. Ce n'est pas longtemps après qu'il s'est suicidé. La femme m'a dit carrément qu'elle se demandait si elle était responsable. Mais je lui ai assuré qu'elle ne l'était pas. Je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit au revoir.
Je pense qu'aucun d'entre nous n'a été surpris lorsque Pity a été supprimé du PlayStation Store et rendu impossible à télécharger. J'aime à penser qu'ils l'ont fait pour de bonnes raisons. Et non pour des problèmes de relations publiques. Bien qu'aucun de nous ne se soit jamais dit quoi que ce soit à ce sujet. Je pense que nous le savions tous. Je n'y croyais pas au début. Comment pourrais-je ? Puis l'autre nuit, alors que je me dirigeais vers ma chambre, j'ai senti le picotement d'une haleine froide et fétide sur ma nuque. Je me suis retournée en sursaut. Rien n'était derrière moi. Je sais ce qui va arriver, et je suis terrifiée. Le mail s'est terminé là. Au début, j'étais sûre que c'était un ami qui me faisait une farce, ou quelque chose comme ça. J'ai archivé l'email, et j'ai pratiquement tout oublié. Puis, en 2019, un développeur indépendant nommé Lance McDonald a utilisé ce qu'il a appelé des correctifs de caméra, pour permettre aux joueurs de Pity de regarder à 360 degrés. Il s'avère qu'après un certain moment du jeu, le fantôme, Lisa, vous suit directement derrière vous pendant le reste du teaser. Cela m'a rappelé l'email, que je suis vraiment content d'avoir enregistré. Je ne sais toujours pas exactement ce que cela veut dire. Et j'en ai d'autant plus peur. Dans l'imaginaire collectif, on associe la faucheuse à un être unique, qui vient prendre l'âme des défunts, afin de les conduire vers l'au-delà. Elle a l'aspect d'un squelette, armé d'une faux. Ce n'est pas tout à fait vrai. Et vous vous demandez sûrement comment je peux le savoir. Car aucune personne ayant vu la mort n'est là pour en parler aujourd'hui. Mon cas est un peu particulier. Dans ma jeunesse, j'ai eu un grave accident, qui m'a plongé dans le coma pendant plusieurs mois. J'ai eu une grave contusion à la tête, et à mon réveil, il y a eu des séquelles. Et la plus grave d'entre elles a été de perdre toutes mes émotions. Colère, peur, amour, angoisse. Je ne ressens plus aucune émotion depuis ce jour. Ma vie n'a pas été facile avec ce handicap. Mon manque d'émotion m'a conduit à l'isolement, une très grande partie de ma vie. Comme je ne ressentais pas d'amour, je n'ai jamais éprouvé le besoin de me marier, d'avoir des amis, ou même d'être avec ma famille. C'est ainsi que j'ai fini seule dans cet hôpital, il y a quelques mois. En plus de mon handicap, j'ai développé une maladie que tout le monde connaît et redoute, Alzheimer. Je n'avais aucune émotion, et en plus de ça, c'était maintenant ma mémoire qui était touchée. Je sentais mes souvenirs disparaître, les uns après les autres. C'est aussi pour ça que j'écris tout ça, car j'ai conscience que bientôt, j'oublierai toute cette histoire. Maintenant que vous en savez un peu plus sur moi, je vais revenir au sujet principal, les faucheuses. Je peux les voir. Et elles sont plusieurs. Il n'y a pas la faucheuse, mais les faucheuses. Enfin, je dis que je peux les voir, mais en fait, tout le monde peut les voir. Et vous les avez sûrement vues, et pas plus tard que cette nuit. Vous allez sûrement me prendre pour une vieille folle, car vous ne vous souvenez pas d'avoir vu la mort cette nuit. Et c'est justement là qu'est l'astuce. Vous ne vous en souvenez pas. La première fois que je l'ai vue, c'est quelques jours avant d'avoir été informée de ma maladie. Je regardais la télé, seule, chez moi, comme à mon habitude. J'ai alors senti une main sur mon épaule. Et, en me retournant, je l'ai vue. Une grande créature, à l'allure squelettique. Elle ne portait cependant aucune faux. Mais j'ai compris pourquoi celle-ci était présente dans l'imaginaire collectif. Je ne devais sûrement pas être la première à me souvenir de ces créatures. Son index était plus long que les autres, et recourbé à son extrémité, ce qui faisait en effet penser à une faux. Et j'ai ensuite compris à quoi ce doigt servait. Évidemment, n'importe qui dans ce cas-là aurait crié, aurait été affolé, aurait essayé de négocier pour sa vie, mais je suis restée calme. Et oui, je n'ai aucune émotion, alors je n'ai ressenti aucune peur. J'avais simplement essayé de lui poser des questions. Mais aucun son ne sortait de ma bouche, comme si cette entité me forçait au silence. Je ne pouvais également plus bouger, paralysée et contrainte au silence. Je pense que ça aurait traumatisé n'importe qui. La faucheuse a ensuite enfoncé son index recourbé dans mon oreille, lentement. Elle est restée comme ça, à trifouiller dans mon cerveau, pendant plusieurs secondes. Elle avait l'air de chercher quelque chose.
Puis, elle a ressorti son doigt, m'a regardé pendant quelques instants, puis est partie. Une fois qu'elle a disparu, j'ai pu bouger de nouveau. Après cet incident, j'ai fait des recherches pour en apprendre plus sur ces créatures. Mais il n'y avait aucune trace d'elle sur Internet ou dans les livres. Bien sûr, dès que je cherchais des informations par rapport à son apparence, je tombais sur des livres ou sur des pages web en rapport avec la mort elle-même. Mais aucune n'avait le doigt en faux comme je l'avais vu. Et aucun site ne mentionnait le fait qu'elle enfonçait ce même doigt dans ton cerveau par l'oreille. Au bout de quelques mois, j'ai abandonné mes recherches. Je n'avais plus vu cette entité de toute façon. On m'a dit que j'avais Alzheimer. Alors je me suis dit que c'était cette maladie qui m'avait fait halluciner ce jour-là. Mais, au bout de quelques mois, lorsque ma maladie s'est aggravée subitement, j'ai été contrainte d'être internée dans cet hôpital. Et c'est là que je les ai revus. Et pas qu'une seule. Et pas qu'une fois non plus. C'était un balai incessant qui se produisait la nuit. Les faucheuses allaient et venaient dans les couloirs de l'hôpital, allant de chambre en chambre. Quand elles passaient devant moi, elles m'ignoraient, tout simplement. Je n'étais plus une cible pour elles. J'en avais suivi une dans la chambre voisine, et j'ai été témoin de ce qui m'était arrivé alors. La faucheuse avait enfoncé son doigt dans le cerveau de la vieille dame, qui semblait terrorisée. Elle ouvrait la bouche, semblant vouloir crier de toutes ses forces. Mais aucun son ne sortait. Son visage affichait une peur inégalée. Mais son corps restait stoïque. Contrairement à moi, la faucheuse n'était restée que 2 ou 3 secondes avec le doigt dans l'oreille de cette dame, avant de s'en aller vers une autre chambre. Je pensais alors que la femme, une fois l'entité partie, allait se mettre à crier, à appeler de l'aide, à gesticuler de tous les côtés. Mais rien de tout ça. Elle regardait dans le vide, le visage dénué d'émotion. Puis elle m'a dévisagé, et m'a demandé ce que je faisais là, et ce que je voulais. Je lui ai dit ce dont j'avais été témoin à l'instant. Et elle m'a répondu que j'étais folle, que je devrais rentrer dans ma chambre et prendre mes cachets. Car j'étais l'unique intrus de cette chambre qu'elle avait vue ce jour-là. Tous les soirs, j'ai été témoin des mêmes phénomènes durant la nuit. Les faucheuses rendaient visite aux malades, aux docteurs, aux infirmières, aux jeunes, aux vieux, tout le monde y passait, sauf moi. Et personne ne s'en souvenait. J'ai alors deviné qu'elle se nourrissait des souvenirs des gens, en leur enfonçant leurs doigts dans leur cerveau. Et le fait que ma mémoire soit altérée par la maladie faisait d'elle de moi un mauvais repas. Je suis allée voir si les autres malades d'Alzheimer étaient dans mon cas, mais non. Les faucheuses leur rendaient visite à eux aussi. J'étais l'unique personne qui n'était pas touchée. Et je me demandais bien pourquoi. La seule chose qui me différenciait d'eux était mon manque d'émotion. Quand j'y ai repensé, toutes leurs victimes étaient terrorisées en leur présence. C'est alors que j'ai enfin compris. Les faucheuses se nourrissaient de 2 éléments, la peur et la mémoire. Elles se nourrissent d'abord de la terreur qu'éprouvent leurs victimes, puis se nourrissent des souvenirs de leur passage. C'est pour cela que tout le monde les voit, chaque nuit, mais que personne ne s'en souvient. Ces entités m'ignorent car je n'ai aucune de ces 2 choses à leur offrir. Une combinaison assez rare, qui fait de moi sûrement une des seules femmes à connaître leur existence. Je me suis alors demandé pourquoi les caméras de l'hôpital ne les avaient jamais filmées. J'ai demandé à la sécurité de me montrer les enregistrements des couloirs de l'hôpital la nuit. Et il n'y avait rien. Aucune trace de ces entités. Aucun comportement suspect des patients. Comme si leur passage avait été coupé au montage. Je sais que personne ne va jamais me croire. Je sais que pour vous, je ne suis qu'une vieille folle qui délire. Mais si vous écoutez cette histoire la nuit, elles sont peut-être venues pour vous pendant votre visionnage, sans que vous vous en rappeliez. Quelque chose de bizarre m'est arrivé hier soir, et j'ai besoin d'un peu d'aide pour comprendre. Hier, ma femme Steph et moi avons emménagé dans ce magnifique ranch surélevé de 28 hectares de forêt, dans les collines de la Gatineau. Et je le regrette déjà. Nous avons beaucoup déballé et rangé. J'ai même pu installer 4 caméras sans fil à l'extérieur de la maison, qui envoient une notification à mon téléphone en cas de mouvement. Une pour chaque côté de la maison. Malheureusement, la caméra annulaire ne sera pas là avant la semaine prochaine. Je n'ai jamais eu besoin d'utiliser ces trucs en ville, mais j'ai pensé qu'avec toute la faune ici, ce serait une très bonne idée. J'ai même configuré la sonnerie d'alerte
pour que ce soit la voix de la petite Carol Anne de Poltergeist en disant parce que je pensais que ce serait drôle. Après la longue journée, Steph et moi avons pu aller dans notre nouvelle chambre et nous détendre avec un film et des câlins. Nous étions tous les deux épuisés et avions besoin d'une pause. Nous nous sommes allongés là et avons regardé Scream 5 pendant environ 1 heure avant que tout commence. Il était environ 21h. Il faisait donc assez sombre dehors, surtout avec tous ces arbres. Mais Dieu merci pour la vision nocturne. Mon téléphone sonne. J'ai pris mon téléphone dans l'espoir de voir peut-être un cerf, ou peut-être même un ours, puisqu'il se trouve dans ces parages. Je regarde la caméra qui s'est déclenchée, sans rien voir. Bizarre. Mais c'était peut-être un oiseau qui s'était envolé. J'ai reposé le téléphone, et j'ai continué le film. Environ 20 minutes plus tard, j'ai repris mon téléphone, et encore rien. Cela s'est produit à nouveau 5 minutes plus tard, et à nouveau 5 minutes après. C'est alors que j'ai décidé de garder mon téléphone dans ma main, et de regarder. J'ai regardé mon téléphone, en essayant d'avoir un aperçu de ce que les caméras captent. Dans la limite des arbres, je pouvais voir quelque chose bouger. Je n'arrivais pas à comprendre, même si c'était juste une masse qui sautillait de temps en temps. Quelque chose, qui ressemblait à une balle, a été soudainement lancé depuis l'endroit où la masse se cachait, déclenchant la caméra et tombant hors du cadre. C'était étrange, et Steph en a été témoin. Mais la chose ne bouge plus derrière les arbres. Alors peut-être que c'était un ours et qu'il était parti. Les ours peuvent-ils lancer des objets ? Environ 2 heures plus tard, j'étais enfin prêt pour me mettre au lit. Steph s'était endormi environ 45 minutes plus tôt, et tout était calme avec les caméras. Juste au moment où je fermais les yeux, j'ai attrapé le téléphone, j'ai gémi et j'ai regardé. C'était la caméra frontale cette fois. Encore une fois, il n'y avait rien. Quelqu'un frappa à la porte. Je me suis levée et je me suis précipitée en bas car les coups commençaient à secouer la maison. Je me suis glissée jusqu'à la porte violemment battue pour regarder par le Judas. Juste avant que mon œil ne se rapproche du trou, le claquement s'est arrêté et il n'y avait personne. Mon téléphone a sonné, me faisant sauter du sol. J'ai regardé le téléphone, juste à temps pour voir un vêtement blanc fluide quitter le cadre. J'ai ouvert la porte et je suis sortie. J'ai été accueillie par le silence. C'était comme si le vent lui-même s'était arrêté. Le creux de mon estomac était lourd comme une brique enfouie à l'intérieur. La sensation était trop forte, alors je suis rentrée rapidement à l'intérieur, verrouillant la porte. J'ai fait le tour de la maison, en m'assurant que toutes les portes et les fenêtres étaient fermées. J'ai éteint les lumières, et je suis montée à l'étage. D'une manière ou d'une autre, ma femme avait réussi à dormir même avec tout cela. Je me suis assis là, et je me suis demandé si je devais peut-être appeler la police. Mais j'ai décidé de ne pas le faire, en pensant qu'au pire, c'était juste des enfants du quartier qui savaient que nous venions d'emménager. Je me suis allongée, mais je n'ai pas réussi à trouver le sommeil pendant quelques heures. J'ai fini par m'endormir, mais ça n'a duré que 45 minutes, quand je l'ai entendu à nouveau. J'ai regardé mon téléphone, 3 heures du matin. En cliquant dessus, la caméra est apparue. Une fille seule, avec de longs cheveux flottants, et une robe blanche se tenait sur ma pelouse arrière. Sa tête était baissée pour que je ne puisse pas voir son visage. Elle se tenait juste là. Je suis restée assis pendant 1 minute à regarder, m'assurant que je n'avais pas d'hallucination à cause de mon manque de sommeil. J'ai fini par réveiller Steph pour lui montrer, et m'assurer que je ne devenais pas fou. Ouais, elle est définitivement là. Elle a peut-être besoin d'aide. Nous devrions vraiment descendre, a-t-elle déclaré. J'ai accepté, et nous sommes descendus. Mon téléphone était dans ma main, alors que je vérifiais périodiquement qu'elle était toujours là, jusqu'à ce que nous atteignions la porte arrière. J'ai ouvert la porte lentement et j'ai crié. « Tu vas bien là-bas » Elle n'a donné aucune réponse. Alors je me suis dirigée vers l'extérieur. J'ai marché lentement en lui demandant si je devais appeler la police. Alors que Steph restait en arrière, au cas où elle aurait besoin de prendre la trousse de soins. Alors que je me trouvais à quelques mètres d'elle,
Elle leva les yeux. Ses cheveux se séparèrent de son visage, révélant un masque blanc. Des gouttelettes rouges ressemblant à des larmes tombaient du trou des yeux. J'ai été tellement bouleversée par le masque que j'ai failli la manquer en train de laisser tomber un couteau de sa main, dissimulé par la robe. Elle a couru vers moi et s'est précipitée en hurlant comme un animal sauvage. Le couteau est sorti, en tranchant l'intérieur de mon bras. Du sang a jailli, éclaboussant sa robe. Je me suis déplacée sur le côté en la poussant vers le bas pour qu'elle roule, et que j'ai le temps de courir. J'ai couru, l'entendant se lever, et ses pieds martelant l'herbe me fit courir plus vite. J'entrai dans la maison en claquant la porte juste à temps, la fermant à clé. Steph a attrapé mon bras en me demandant ce qui venait de se passer. Et qui c'était? Nous avons rapidement couru à la cuisine pour nettoyer la plaie, pendant que la femme psychopathe frappait à la porte avec le couteau. Alors que Steph attrapait la trousse de premiers soins, j'ai regardé mon téléphone. Plus de gens marchaient vers la caméra. Ils portaient tous des vêtements blancs flottants. Et ceux dont je pouvais voir le visage portaient d'étranges masques blancs. J'ai attrapé Steph et j'ai couru vers l'étage sans un mot. Maintenant, il frappait à la porte d'entrée et aux fenêtres tout autour de la maison, essayant d'entrer. Nous avons couru jusqu'à notre chambre, où j'ai verrouillé notre porte. J'ai renversé notre commode pour nous barricader. J'ai couru à la fenêtre et j'ai regardé dehors. Environ 5 personnes se tenaient là, sachant où nous étions. J'ai sorti mon téléphone et composé le 911. Il a sonné pendant que Steph me bandait le bras du mieux qu'elle pouvait. Mais j'avais besoin de points de suture. 911, quelle est votre urgence? Demanda l'opératrice. J'ai crié au téléphone expliquant la situation, en demandant la police, et vite. Elle m'a dit qu'ils étaient à 30 minutes, et qu'il fallait se tenir dans un endroit sécurisé. Mon téléphone a continué à vibrer, alors que de plus en plus de personnes sortaient des bois. J'attrapai la batte de baseball sous le lit, et tendis à Steph le couteau que je gardais dans ma table de chevet, pendant que les coups continuaient à l'extérieur. Un bruit est venu d'en bas alors qu'ils pénétraient dans la maison. Je pouvais les entendre traîner leurs pieds. J'ai tenu Steph près de moi. Nous avons chuchoté notre amour l'un pour l'autre, alors que les escaliers grinçaient sous leurs pas. Nous savions que c'était la fin. Si c'était 1 ou 2, j'aurais peut-être eu une chance de me battre. Mais il devait y en avoir au moins 12. Et je savais que je serais incapable de me battre pour m'en sortir. Ils ont atteint notre porte. Ils ont martelé la porte alors qu'ils essayaient d'entrer. Puis un raclement de métal alors qu'ils commençaient à poignarder la porte. Un couteau l'a transpercé, projetant un faisceau de lumière depuis le couloir. J'embrassai Steph une dernière fois, fermant les yeux et la serrant aussi près que possible. Le martèlement s'arrêta d'un coup. Pas de bruit. Rien. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Nous nous sommes assis là à attendre, ce qui semblait être une éternité. Mais en réalité, c'était environ 7 minutes de silence. Des lumières bleues et rouges ont clignoté contre mes paupières, ce qui m'a fait les ouvrir. Le flic a crié bonjour d'en bas. Nous nous sommes levés prudemment pour nous diriger vers la porte. La seule chose qui n'était pas à sa place à l'étage était l'unique trou de couteau dans la porte. J'ai crié au flic qu'on descendait. Nous avons atteint le policier. Il s'est présenté comme étant le sergent Bachman. Et nous a dit que la porte était ouverte, et c'est ainsi qu'il était entré. Après avoir expliqué les événements de la nuit, je suis allé chercher les images de sécurité de l'événement, pour les lui montrer. Fichier inconnu. C'était tout ce qui s'affichait. Tous les événements de la nuit avaient disparu. Alors que nous regardions autour de nous, la seule preuve que quelque chose s'était passé était le trou du couteau, mon bras et notre parole. La police dit qu'ils auront des patrouilles supplémentaires dans la région, au cas où quelque chose arrivait. Mais nous avons décidé de rester dans un motel, sans savoir quoi faire. C'est depuis ce motel que je vous raconte tout ça. Qu'est-ce que ça pouvait être? Des gens qui font une farce? Un culte? Des fantômes? Extraterrestres? Je ne sais pas, je suis perdue ici. Comment tant de gens peuvent-ils se présenter et repartir sans laisser de traces? Je sais pas du tout pourquoi j'écris ça.
Je comprends pas pourquoi je m'inflige ça. De replonger en détail dans ces souvenirs horribles. Je crois que j'ai juste besoin qu'il me reste une trace de ça. Que je n'emporte pas cette histoire dans ma tombe. À défaut de l'avoir racontée à mon entourage, je vais le raconter à des inconnus. Vous ne me croirez probablement pas. Mais sachez que ça a existé. Que ce genre de choses existe. Même si vous préféreriez que non. C'était il y a environ 1 an. Je cherchais sur internet des ROM de jeux Wii sur des forums anglophones, quand je suis tombée sur un lien bizarre. Il dirigeait vers un site allemand, je crois, dont j'ai heureusement oublié le nom. Et proposait ce qui semblait être des hacks de jeux, pour Wii craquer. Ça m'avait l'air pas mal. Je m'en suis téléchargé une dizaine, que j'ai gravé sur un CD pour y jouer sur ma Wii. L'ensemble était assez marrant, bien que je ne comprenne rien au texte. Il y avait un Super Mario Galaxy Hardcore, où il y avait 10 fois plus d'ennemis que dans le jeu original. Un hack de Super Smash Bros. Brawl, avec des niveaux inédits, et d'autres hacks un peu foireux. Bref, des trucs très classiques. Puis j'ai essayé un hack intitulé Resident Evil 4, Christmas Morning. Un hack apparemment assez récent selon la date. Le nom Christmas Morning était un peu bizarre, mais pas plus que le nom des autres hacks. Je m'attendais à trouver un hack un peu naze d'une maison avec des décorations de Noël, et des centaines de zombies. Il n'y avait pas de description sur le site. Et puis, de toute façon, j'aurais rien compris. Le site était en allemand, je vous rappelle. Mais le nom en anglais me faisait penser à un hack en anglais. L'un des seuls sur le site. C'est pour ça que je l'avais téléchargé. Bordel, si j'avais su. Je lançais le jeu donc. Apparemment, pas de changement à l'écran titre. Même musique, même écran, même icône. Même en lançant le jeu, les mêmes cinématiques sortaient. Je commençais à penser que ce hack était une blague débile, à mesure que le jeu se déroulait. Sans aucun changement avec le jeu original. Même après toutes les cinématiques d'intro, pas de changement. Au détail près que je n'avais rien dans mon inventaire, mis à part un pistolet et une seule balle. Je prends donc en main le jeu, je vais parler au chauffeur qui nous envoie chier, comme d'hab, et rentre finalement dans la maison où l'on rencontre le premier Ganados, après une animation. Ben là, pas d'animation, pas de Ganados. La maison est vide. Même le placard censé être rempli de crânes humains n'y est pas. Remplacé par une bête texture marron. Je vais pour sortir, mais bizarrement, je n'y arrive pas. L'animation d'ouverture de porte ne se joue même pas. Je vais voir à l'étage si je peux sauter par la fenêtre. Non plus. Un piège à con, j'ai pensé tout de suite. Avant d'éteindre ma console, j'ai pensé à vérifier dans tous les coins, pour voir s'il n'y avait pas quand même un truc. À un moment, j'inspecte en détail la texture marron qui remplace le placard. Et je me rends compte qu'il y a une icône action qui s'affiche. J'exécute. Bizarrement, ça joue une animation d'ouverture de porte. Je traverse cette texture étrange et arrive en haut d'un escalier qui mène apparemment à une cave. Je le descendis et arriva dans une cave assez glauque, mais assez mal faite aussi. Les textures étaient bizarrement étirées. Elle était un peu éclairée, malgré l'absence de source de lumière. Il n'y avait rien dans cette cave. Mis à part des morceaux de zombies éparpillés sur le sol, baignant dans une quantité incroyable de sang, et pendus au mur opposé, des scies et des haches rouillées. En s'y approchant, une nouvelle icône action est apparue. Mon cœur s'emballa d'excitation. Enfin, ça commençait. Je cliqua donc. Et là, Léon braqua son pistolet sur sa tempe et se tira une balle dans la tête. J'ai été surpris par la rapidité de l'action, mais aussi extrêmement choqué. Le héros se tuait lui-même? C'était ça le but de ce hack? Et c'était pas fini, parce que l'animation Game Over ne se jouait pas. La caméra restait juste sur le cadavre de Léon, à terre, gisant dans une mare de sang. J'essayais d'appuyer sur tous les boutons pour essayer de faire une action, mais rien ne se passait. Au bout d'un moment, l'écran vira au noir, et la musique de Game Over se joua, mais très rapidement et en boucle, de manière assez agaçante, il faut le dire.
Puis, avant même que l'on me demande de continuer ou non, je suis réapparu au milieu d'une nouvelle map, custom apparemment. C'était un long couloir aux murs nus, de couleur gris uni. Léon avait la santé au plus bas, et encore rien d'autre dans son inventaire qu'un pistolet avec une seule balle. Je commençai à parcourir le couloir, et je me rendis rapidement compte que quelque chose était écrit sur les murs. D'abord très peu, puis de plus en plus jusqu'à se chevaucher. C'était juste un nom, écrit en comics sans MS, rouge sang. Christian. Le jeu commençait à devenir vraiment malsain. J'avais envie de continuer, mais je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Le couloir était de plus en plus sombre, et le prénom de Christian commençait à recouvrir intégralement les murs. Puis, tout à coup, de nouveau une surface marron avec une icône action. J'avais envie d'arrêter. J'aurais dû arrêter. Pourtant, j'ai appuyé sur action. Je voulais voir, coûte que coûte. Aller jusqu'au bout pour comprendre tout ce bordel. L'écran vira au noir, avec encore la musique de Game Over en boucle. Mais là, ce fut différent. L'image resta noire pendant presque 1 minute. Puis un texte apparut. Écrit en comics sans MS encore. 25 décembre 2009, Christmas morning. La chose la plus malsaine qu'on puisse voir dans ces circonstances apparut. Des photos d'un petit garçon blond d'environ 6 ans. Il était à côté d'un sapin de Noël, au milieu d'un tas impressionnant de cadeaux. Plusieurs autres images se succédaient. Il ouvrait ses cadeaux avec un air émerveillé, jouait avec, faisait de grands sourires à la personne qui prenait les photos. C'était très dérangeant. Mais je n'avais encore rien vu. Au bout d'un moment, je me suis mis à regarder un peu la pièce dans laquelle il était. C'était très sombre à cause du contraste, mais il y avait quelque chose de bizarre. On aurait dit une cave. Encore une autre image. Maintenant on voit clairement la salle. Des vieilles scies rouillées sont pendues au mur. Du sang séché sur le mur. Une quantité incroyable, dégoulinant sur le sol. À peine à 1 mètre du petit garçon, qui ne s'apercevait de rien. J'étais seule chez moi, et heureusement d'ailleurs. Comme ça, personne ne m'a entendu pousser des cris d'horreur. Bien avant que ça se passe, je savais ce qu'il allait se passer. Et pourtant j'ai regardé. J'ai pas envie d'en parler. J'ai pas du tout envie de vous décrire ça. C'était horrible. Les images se succédaient à très grande vitesse, entrecoupées de flashs. J'avais presque l'impression d'entendre ce pauvre petit garçon hurler. Ça allait de plus en plus vite, presque comme une vidéo saccadée. Les hurlements, ils étaient dans ma tête ou dehors. De plus en plus fort, toujours plus fort. J'ai donné un coup de pied dans ma Wii. Elle a volé contre le mur et s'est explosée en 1000 morceaux. Puis je me suis écroulée sur mon fauteuil, haletant, en regardant l'écran noir de ma télé. Je suis restée comme ça pendant 1 demi-heure. Je n'arrivais pas à dormir cette nuit-là. Ni les autres nuits d'ailleurs. Même si le CD était très abîmé, je l'ai brûlé, pour qu'il n'en reste rien. Je sais que c'est con de faire ça, mais j'en avais besoin. Je suis retournée sur le site allemand où j'avais trouvé les hacks. Je me suis rendu compte que, à part les fichiers proposés par l'auteur de Christmas Morning, les autres fichiers datent d'il y a 2 ou 3 ans. Comment j'ai pas pu voir ça? Bien sûr. Ce type peut poster ses saloperies comme il veut, sans qu'aucun modérateur ne s'en rende compte. Et on peut dire qu'il en a posté des saloperies. Birthday of Max, Happy Sunday, TV Movie Night, etc. Tout ça me dégoûte. J'ai essayé de signaler ça. Mais je sais que ça ne portera pas ses fruits. Et puis de toute façon, pourquoi faire? Pour faire taire tous les hurlements que j'entendais que je ferme l'œil? Arrêter de voir sans cesse cet enfant sourire à l'appareil photo, juste avant de se faire tuer? Arriver de nouveau à dormir ou manger normalement? Il vaudrait mieux que je me tire une balle dans la tête tout de suite, comme dans le jeu. Au cas où cela se passerait comme ça. Il existera au moins quelque chose pour comprendre mon acte. Même si personne ne prendra ça au sérieux.